tous. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 13 mars. On est avec Alexandre et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans notre bannière, nous allons parler modélisation 3D. Donc, vous êtes sur notre chaîne Show Me the Maker sur Facebook et sur Twitch. Et on va un petit peu parler pendant une demi-heure donc de la modélisation 3D. Alors, avant évidemment qu'on commence, bonjour Alex, comment ça va? Salut Lionel, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie de participer avec nous à ce live. Alors évidemment, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions et nous dire aussi si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et aussi peut-être à me dire si vous entendez une musique de fond. On ne sait jamais, j'ai activé l'option musique de fond, donc ça donne un petit effet. D'ailleurs, je ne sais pas si... est-ce que tu l'entends beaucoup, cette musique, ou pas, toi? Ouais, c'est un petit fond sonore, une petite nappe derrière, ça habille bien, c'est génial. Alors moi, je l'ai mis au minimum quasiment, hein, donc c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, mais après, on peut la monter, on pourrait même faire un live où il y aurait que la musique de fond qui serait derrière. Alors aujourd'hui, on est là pour parler modélisation 3D, mais avant qu'on parle de ça, peut-être pour ceux qui te découvrent ou te redécouvrent, puisque ça fait un moment que tu n'as pas été sur notre chaîne, est-ce que tu peux faire une présentation rapide? Oui, bien sûr. Alors je me présente, je m'appelle, Alexandre Adler, j'ai 31 ans. J'ai fait des études d'animation et de modélisation 3D, pendant près de 5 ans. Alors, c'était, un choix, hein, j'étais arrivé à une époque où, j'aimais beaucoup de jeux vidéo, et je me disais, j'aimerais faire ça. J'aimerais modéliser ou dessiner des personnages de jeux vidéo, participer dans ce magnifique univers qui est l'industrie du game art. Et pendant 5 ans, j'ai étudié donc tout ce qui était les méthodes de conception de personnages, que ce soit en dessin, en modélisation et tout ça. Et j'ai continué à me former après de mon côté en, en indépendant en fait, hein, en autodidacte, voilà, c'est le mot que je cherchais, en autodidacte, et où j'ai appris plusieurs techniques et tout, en regardant des tutos, en me renseignant à droite et à gauche et tout ça, en étudiant les vieilles sculptures faites de par le passé. Et donc voilà, j'en suis là aujourd'hui où je continue à faire la modélisation 3D, des personnages, des véhicules, ou même des fois je dessine un peu pour me donner une guideline sur ce que je veux faire après en 3D. Super, bah écoute, merci à toi de ta présentation. Alors, on va parler modélisation 3D, mais bon, tu en as parlé en présentation, hein. On va commencer peut-être par le commencement. Au niveau Mhm. des études, donc quand toi, tu t'es lancé justement dans cette voie professionnelle, c'est quoi un petit peu le parcours scolaire, universitaire que tu as pu faire justement pour acquérir les compétences et avoir un diplôme pour pouvoir travailler là-dedans? Bah, c'est très simple en fait, hein, il n'y a pas vraiment de prérequis, hein, ça reste de l'art, hein, donc ça reste aussi une passion. Moi avant, j'ai fait un bac économie et sociale, et j'ai même fait un BTS en comptabilité. J'ai pris une année sabbatique où je me cherchais moi-même, et je me suis dit: «J'ai pas envie de faire ça quoi, ça me correspond pas». Mon père m'a dit: «Tu es un bon dessinateur et tout, il y a pas des métiers dans l'art qui t'intéressent?» J'ai commencé à chiner à droite à gauche avec des conseillers, pas Pôle emploi, c'était autre chose, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, au jour d'aujourd'hui, et La on a mission trouvé locale une peut-être? je crois que c'était ça, ouais, je crois que c'était ça, et j'ai on a un peu chiné sur le net, et on a trouvé une école sur Strasbourg qui est la MJM Graphic Design. J'ai postulé, j'ai dit: «Écoutez, moi j'ai envie de faire ça et tout». Ils ont vu que j'étais motivé, et ils m'ont dit: «Bah, on va vous faire une année préparatoire. Après la prépa, si ça passe, vous pouvez rentrer en animation 3D». Donc on a fait une année de prépa, où on apprenait en général les métiers de l'art graphique, c'est-à-dire, alors j'essaie de me remettre ça en tête parce que ça date quand même un peu. On avait des cours d'infographie, où on apprenait à se servir des logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign et tout. On avait des cours de perspective pour apprendre comment dessiner
des objets ou des décors dans l'espace avec une perspective juste. On avait des cours de peinture pour apprendre vraiment la colorimétrie et tout, comment fonctionnaient les couleurs et comment les placer dans un dessin. On avait des cours de dessin, d'observation. Alors ça, c'est le plus important dans les métiers de l'art, parce que ça permet à habituer ton œil à se synchroniser avec ta main. Tu arrives à dessiner ce que tu vois. Et on avait eu après plein de petits modules, études de film, la 3D et tout ça. Et une fois que la prépa s'était soldée par une réussite, quel qu'il soit, ben, on pouvait après postuler aux différents emplois des arts, c'est-à-dire le cinéma, l'infographie, décor d'intérieur, 3D, etc. Moi, j'ai fait d'abord une année d'infographie pour vraiment me spécialiser dans les logiciels Photoshop et tout ça, et vraiment me spécialiser là-dedans. Et après, j'ai fait 3 années de 3D. Mhm. Ok, donc on voit que c'est quand même une formation qui est relativement courte, entre guillemets, hein, vu que ça va pas prendre non plus 5-7 ans comme certains diplômes. Il y avait beaucoup de monde à l'époque qui faisait ça quand tu y étais? Oh oui, je crois que dans ma classe, on était au moins une trentaine, hein, à l'époque, ne serait-ce qu'en prépa. Après, en 3D, alors l'année précédente, ils étaient, je crois, une quinzaine, voire une vingtaine peut-être. Moi, dans ma formation, on n'était que... Alors, je me remets à nouveau dans le truc. Alors, on était moi, Thomas, Adrien, Yvan et Julien. On était 5 ou 6, je crois. Ouais, on était très peu nombreux, quoi. Et alors, ok, juste question sur justement sur les cours, l'école. Moi, si tu veux, quand on est dans les métiers de l'informatique, j'entends souvent les gens dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'informatique. Est-ce que dans le domaine de la modélisation 3D, c'est la même chose ou c'est un 50-50, il y a plus de femmes? Alors moi, dans ma section, on était entre bonhommes. Dans la section de ma conjointe, il y avait peut-être 3 filles pour donc 12 garçons. Et après, plus tard, par contre, c'était 50-50, hein, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Mhm. Ouais, donc on voit quand même qu'effectivement, il y a un engouement hein, de ce métier. Alors maintenant, tu travailles, on va y venir après, mais est-ce que toi qui maintenant est vraiment dans le métier, tu vois aussi au niveau des études toujours ce même engouement, ce même afflux peut-être de personnes tu sais, qui postulent pour être stagiaires ou qui postulent sur le premier poste ou pas, ou c'est moins, c'est plus? Ça reste quelque chose qui est encore aujourd'hui très, très, très en vogue, hein. Beaucoup de gens veulent s'intéresser à ça. Le pourquoi du comment, je pourrais pas dire vraiment, hein. C'est surtout une passion avant tout, hein. C'est, je vais le dire comme je le pense, mais c'est un truc un peu, quand on est gosse, on dessine beaucoup, on aime beaucoup dessiner, c'est un truc qu'on adore, et après c'est une question de: est-ce qu'on veut continuer dans cette voie ou pas? Et certains se disent: «Non, j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie d'être, dans ce domaine-là, quoi». Après, il y a tellement de branches dans la 3D que ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la modélisation, ça peut être dans le code, ça peut être dans le level design, ça peut être, plus dans le script ou dans l'histoire, et tout ça. C'est une passion, quoi. C'est où on veut le faire, où on veut pas le faire, comme disait mon prof de dessin, c'est qu'à une époque où on savait qu'on était bon là-dedans, faut qu'on continue là-dedans. Mais après, avec la société actuelle, c'est des métiers où on se dit, tu peux pas vivre de ça, c'est une passion, c'est pas un métier, quoi, et tout. C'est un peu le problème, quoi. On voit ça plus comme une passion, comme un métier, alors que bah, c'est un vrai boulot, quoi. Tous ces jeux auxquels on peut jouer, ou tous ces films qu'on peut voir et tout ça, il y a des gars qui bossent derrière, qui bossent dur d'ailleurs, hein. C'est un métier très très dur, et qui demande beaucoup, beaucoup de travail derrière.
qui serait plus dur qu'un poste de directeur d'entreprise, j'ai envie de dire, hein, qui demande vraiment une force morale et une passion derrière, force et brute, quoi. Alors, juste au niveau des cours, au niveau de l'école, c'est quoi un petit peu les compétences, savoir-faire que toi tu as pu développer justement grâce à l'école? Alors grâce à l'école, pour commencer par le commencement, comme m'avait dit l'ancienne directrice de la MJM, elle a connu des gens qui ne savaient pas dessiner, donc ils savaient pas modéliser, hein, ils savaient faire un smiley sur une feuille, ça s'arrêtait là. Et après avec les cours, tu apprends à comprendre en fait que le dessin et l'art, certes, faut s'éclater quand on dessine ou quand on modélise, faut s'éclater, mais il faut connaître des, comment je pourrais dire ça? Peut-être pas des acquis, mais des choses qui sont nécessaires, à ça. Je parle notamment de l'anatomie, parce que quand tu veux dessiner ou modéliser un personnage, il faut avant tout que tu comprennes comment le corps fonctionne. Les gens ne dessinent pas ou ne modélisent pas, comme ça, en fait. Il faut qu'ils sachent comment ça marche au départ, quoi. Même pour le dessin le plus simple, hein, qu'il soit. Et c'est pareil dans le domaine de la 3D. Pareil, pour si tu veux faire des vêtements ou faire de l'architecture ou tout ça, il faut que tu voyes, que tu comprennes et que tu arrives après à l'interpréter, en fait, de ta manière. Et c'est ça que l'école m'a beaucoup apporté, en fait, c'est qu'ils m'ont dit: «Que tu aies des idées, c'est génial. Mais si tu ne comprends pas, au départ, comment ça fonctionne, ce que tu vas faire et ce que tu vas réaliser sera faux». Parce qu'il va choquer l'œil, en fait, parce que ton œil n'est pas habitué à ça, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai intégré l'école, je remercie d'ailleurs, je pense que c'était le personnage le plus important de cette formation, c'était monsieur Scheid, qui était mon prof de dessin d'observation, et madame, alors que je dise pas de je crois que c'était madame non, c'était pas madame Schreiber, je n'ai plus son nom Alors, malheureusement, je moi je ne m'excuse peux pour pas elle. t'aider, je ne sais pas qui c'est, mais Je on je m'excuse imaginera pour elle, Madame mais S. c'était ma prof de perspective, en fait, qui, eux, vraiment te formaient à ce que ton œil voie, comprenne et à ce que ta main arrive à l'interpréter après derrière, quoi. C'est vraiment eux 2 qui étaient vraiment les noyaux durs de cette formation, quoi. Et c'est ça que ça m'a apporté, c'est que, ben, tu te poses des questions après. Tu te dis: «Mon truc n'est pas parfait, les pectoraux sont mal placés, les abdominaux sont trop longs, les jambes sont trop courtes ou pas assez longues». Et donc d'abord, tu essaies de faire quelque chose de juste pour après le déformer. Et c'est ça ce que cette école m'a apporté, c'est de comprendre les choses pour les interpréter. Alors, juste par rapport à ce que tu me dis, moi, ça me fait penser aussi un peu au métier de tatoueur, où justement, tu sais, avant de faire des tatouages, justement, ils dessinent ce qu'ils vont faire pour pouvoir se l'imaginer. Et effectivement, ça me fait un peu penser à ce côté. Il faut avoir de la créativité, mais il faut être en mesure justement de le dessiner juste. Parce que tu peux avoir une certaine créativité, mais si tu sais juste dessiner un cercle et des barres, tu sais, pour faire des corps, voilà, c'est un tatouage. Et je C'est pense que ça. dans la modélisation 3D, c'est la même chose. Tu peux avoir des idées, mais il faut effectivement être juste dans ce que tu fais. Bah oui, voilà, c'est exactement ça. Parce que pour un tatoueur aussi, c'est du dessin. Mais dans le dessin, nous en 3D, les logiciels, on a des outils qui vont générer des choses naturelles, euh, juste en plaçant ça à peu près bien, et qui vont le générer naturellement. Mais dans un dessin, il faut prendre en compte déjà la justesse, la perspective, le volume qui sera donc généré par des ombres et des lumières. Si par exemple le truc est un peu métallique, il faut que ce soit un peu plus lisse ou rugueux. Si c'est quelque chose comme du bois, il faut les rainures du bois. Et là aussi, la lumière et l'ombre vont interagir en fait pour créer le volume et tout ça. Le dessin est quand même très compliqué parce que ils doivent prendre en compte
la justesse, comme dit, les couleurs, l'éclairage, qui va générer donc des ombres et des lumières qui vont donc créer le volume, la perspective, parce que en fonction de comment ta caméra, enfin ton angle de vue va être placé, tout ça, ça va générer de la perspective et tout ça. Là où la 3D, ben, tu modélises un personnage, il faut qu'il soit juste, ok, mais après pour la lumière, l'ombre, tu places des lumières dans ta scène, faut qu'elles soient justes par contre, donc ça aussi il faut le comprendre. Et après c'est juste des calculs de rendu et du travail de post-prod pour rendre ça juste à l'œil, quoi. Donc le dessin est quand même beaucoup plus dur que la 3D, je trouve, quoi. Alors maintenant, passons sur le côté emploi. Donc là, actuellement, tu es dans une entreprise. C'est quoi un peu concrètement, je sais pas, la journée type que tu fais à ton boulot? Alors, je suis plus freelance artiste en fait, c'est-à-dire que c'est moi qui définis mes horaires et mon et mes heures de travail, quoi. Mais généralement, il faut quand même se concentrer sur 8 heures de taf, hein, facilement, voire plus. Parce que les gars qui te passent des commandes ou vont travailler avec toi vont avoir des deadlines. Donc clairement, c'est-à-dire une deadline, c'est ce qui est dans l'univers du jeu vidéo, dans le film, dans la série et tout ce qui est, c'est que derrière, tu as un mec qui t'a injecté donc de l'argent dans ton projet. Il a un temps donné pour que ce projet arrive à terme. Et donc toi, tu vas devoir calculer tes heures et ton travail pour rentrer là-dedans, quoi. Mhm. Et au départ, vu que tu as du temps, généralement, tu vas y aller un peu. Tu vas prendre un peu ton temps, rechercher tes références et tout ça, machin, commencer un peu à modéliser. Et après, le temps va commencer à se raccourcir et tu vas te rendre compte que, ben, parce que c'est de l'art et parce que des fois, bah, ta bécane, donc ton ordinateur ne va pas suivre le bordel, tu vas commencer à être en retard. Et après, tu vas commencer à faire beaucoup d'heures de crunch derrière, donc c'est-à-dire des heures supplémentaires afin de rendre le projet dans les temps, pour pas que ça coûte de l'argent à l'entreprise, hein, parce que chaque dépassement de la deadline te sera facturé. Et donc tu vas faire des heures sup derrière, quoi. Donc des fois, ça a pu arriver que tu te dis ouais, ça va, 8 heures par jour, c'est suffisant. Et après, tu tombes de 8 heures à, à 12 heures, 16 heures, voire plus, quoi. Des fois, tu dors pas, hein. Mhm. Et concrètement, tu peux nous montrer quelques exemples de comment enfin, sur quoi tu travailles, comment tu travailles, pour voir un petit peu Euh, justement. je peux. Alors, les logiciels que j'utilise, donc je vais fermer ma petite fenêtre pour vous montrer les quelques outils que j'utilise. Alors, ils sont divers et variés, et pas forcément utilisés aussi par l'entreprise française, hein. Donc là, vous voyez une interface basique de logiciel 3D qui s'appelle 3ds Studio Max, qui est très très peu utilisé dans l'industrie française, voire pas du tout. Beaucoup utilisé aux États-Unis, par contre, hein, notamment par Blizzard. Blizzard s'en sert encore. Alors, pourquoi j'ai préféré 3ds Studio Max? Alors, première réponse évidente, parce que c'est le logiciel qu'on m'a fait étudier quand j'étais en cours. Mais surtout parce que comparé à Maya, qui est donc le petit frère de 3ds Studio Max, est beaucoup plus user-friendly, je trouve, personnellement, que Maya, quoi. Où Maya, il faut un peu trop chercher à droite et à gauche. Donc c'est un logiciel que j'utilise principalement pour l'animation 3D. Je trouve qu'il est parfait pour ça. Il est plus simple que Maya, je trouve. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Des personnes qui ont étudié Maya me disent plus généralement que Max est trop archaïque pour eux, quoi. Et je les comprends. Ça, c'est une histoire de goût, quoi. Mais le logiciel que j'utilise le plus dans la 3D est un logiciel qui est aujourd'hui devenu phare dans l'industrie de la 3D et que je pense que tout le monde utilise, c'est ZBrush. Alors ZBrush, je vais donc l'ouvrir, hein, il prend un peu de temps, il ne faut pas lui en vouloir, il demande quand même un peu de la ressource. Alors, en attendant que tu ouvres, est-ce que ce serait un personnage de Warhammer que je voyais en fond d'écran?
Pas du tout, c'est une création personnelle. Ah. Bah écoute, ça ressemble un petit peu à un Space Marine. C'est très inspiré des Space Marines. Alors en fait, c'est une histoire, donc on peut le voir derrière. C'est une histoire que j'écris depuis que j'ai l'âge de 16 ans, avec ses hauts et ses bas et tout. En fait, c'est une histoire d'un monde futuristique ou un space opéra quelque part, hein, très inspiré de Star Wars et tout ça. Donc avec la conquête des étoiles, des planètes et tout ça et tout. Et dans l'histoire, il y a deux factions. Au départ, deux. Après, j'en ai rajouté d'autres, mais ça, je le garde pour moi. Qui sont donc l'Empire Artec, qui est en fait l'évolution donc de l'Empire d'Occident, si je puis dire, quoi, qui a réussi à conquérir les étoiles de par sa force financière. Hein, c'est quelque chose qu'on nous rabâche depuis des années en histoire géo et qui a donc conquéri les étoiles, et en fait qui va se battre contre une faction adverse qui s'appelle l'Emirate, qui eux étaient un peu laissés de côté, et qui donc se sent insulté et mis à l'écart par rapport donc à l'Empire et tout. Et une guerre va s'en suivre au fin fond de la galaxie pour reprendre les planètes, les ressources et tout ça. Et au départ, l'Emirate était agressif alors que l'Empire n'existait pas, c'était une république, mais elle ne voulait pas rentrer en conflit et tout, machin. Enfin voilà, quoi, c'est toute une histoire que je raconterai un autre jour quand on fera une émission là-dessus. Et je me suis inspiré en fait pour le personnage de effectivement Star Wars, Warhammer et aussi Starcraft. Et de Alien, deuxième du nom, fait par James Cameron. Donc On reconnaît deux, trois trucs. Oh oui, on sent les trucs, quoi. Alors ZBrush, revenons à nos moutons. Je me suis égaré trop longtemps. Je parle trop. Alors, ZBrush, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un logiciel qui a été développé, enfin qui a pas été développé, mais qui a été utilisé notamment pour le Seigneur des Anneaux. Et c'est après l'utilisation de ce logiciel par le Seigneur des Anneaux que pour le film Le Seigneur des Anneaux, qu'il a commencé à exploser. En fait, c'était qu'à une époque, quand la 3D commençait vraiment à se démocratiser, et notamment dans les films, quand ils ont voulu faire les orques et d'autres créatures fantastiques de l'univers, ils se sont dit, il faut qu'on le fasse en 3D. On peut pas le faire en costume comme ce fut par le passé pour Alien ou pour Predator et tout ça. Il faut que là, on utilise de l'image de synthèse. Mais le problème, c'est qu'avec les logiciels comme Max ou Maya qui demandaient on appelle une modélisation classique, c'est-à-dire carré par carré, ils ont découvert ce logiciel qui permet en fait de travailler la 3D comme une sculpture traditionnelle, c'est-à-dire avec de la terre glaise. Pour illustrer mon exemple, je vais le montrer tout de suite. Je tire donc un objet, je l'édite. Voilà. Je vais mettre un matériel un peu plus... Voilà. C'est que en fait, c'est un objet en 3D, mais auquel on va pouvoir... Je vais utiliser mon stylet, c'est plus simple. Bien sûr, ça lag. Alors, on a un petit lag. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est moi. J'ai l'impression que c'est le logiciel qui décide de ne pas fonctionner. Ah, voilà, voilà. Où on peut créer du volume sur de la 3D. Alors, au départ, comme dit, hein, il n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Mais il a permis, en fait, de faire des choses... Alors, attends. C'est activé. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, parce que je suis mal placé. Voilà. Où on peut travailler des choses, tirer des volumes, si on veut les couper, si on veut aussi, voilà, les bouger comme on l'entend, rajouter des... Et ce logiciel est vraiment aujourd'hui beaucoup utilisé dans la 3D parce qu'il permet de travailler ça comme
un outil de terre glaise comme à l'ancienne, c'est-à-dire on a notre mode de terre qui est donc notre objet ici, qu'on va pouvoir modifier comme on l'entend, et que dès qu'il y a trop de déformation, géométrie, mèche, recalculer le maillage, un peu adoucir les formes, les retravailler comme on l'entend, et créer des formes plus que sympathiques et leur donner une vie, quoi. C'est un logiciel qui aujourd'hui est vraiment beaucoup utilisé. La plupart de mes travaux, au départ, ont été créés sur ZBrush et après retravaillés derrière, quoi. Ouais, on voit que c'est un outil où, en fait, j'ai l'impression, en 5 minutes, tu pourrais faire quasiment une tête ou quelque chose comme ça. Exactement, si je peux le montrer vite fait. Alors, comme j'ai dit justement par le passé, alors je crois que mon stylet est un peu est vide, donc je vais essayer de montrer un travail un peu vite fait, bien fait. Mais par exemple, voilà, je prends une sphère toute basique, je vais montrer ça vite fait. Basic Head Shapes. Alors je vais voir si j'arrive à le trouver. Si jamais je le trouve pas, je peux le dessiner vite fait, bien fait. Alors j'ai un peu de mal à le trouver. Ah non, parfait. Voilà. En fait, comme dit, la tête, la tête d'un être humain n'est pas très compliquée. C'est un cercle et une mâchoire. Là, voilà, on peut le voir aussi ici, de face, de profil. Donc, pour faire une tête des plus basiques qu'elle soit, donc j'active le Dynamesh sur ZBrush pour avoir un recalcul de mes polygones à chaque fois, pour garder une surface lisse et plane. Ben, voilà, je veux dire, là, tu as déjà ton cranium, donc ce qui compose l'ensemble de ta tête. On va créer le temporal, donc ce qu'on appelle la tempe qui est ici, qui est très plate dans la 3D. Hop, oups, alors, ça veut dire qu'il n'a pas créé. Est-ce qu'il a ma symétrie? Voilà, je me suis trompé juste de face. Hop, tac. On crée son temporal. On veut créer la mâchoire. Faire une petite ligne. Bam. On inverse le masque. Donc là, je vais avec mes. Alors, je vais juste désactiver ça parce que je trouve que cet outil-là est un peu plus pratique. Il me faut un rotate, je te prie. Alors, tac, tac, tac. Non, c'est pas le bon. C'est ça, c'est comme ça. Je crée ma mâchoire. Je recalcule. Alors, pourquoi je fais ça? Quand je disais le Dynamesh est très utile, c'est qu'en fait, les faces ici sont étirées. Mais quand je vais recalculer un Dynamesh, donc recalculer les polygones, il me recrée une surface plus ou moins juste. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est créer mon visage. Je vais commencer à bouger les formes, créer un peu la mâchoire. Alors là, on va juste... Oups, je me suis trompé. Hop. On va créer le crâne. Paf, voilà, comme ça. Et là, tu as ta mâchoire, tu as ton crâne, et tu commences à avoir un peu ton visage. Il n'est pas très juste, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir lui donner la forme que tu veux. Bon, là, comme dit, c'est fait brut de décoffrage. Hein. Là, c'est pas parfait, mais en gros, voilà, ce logiciel te permet d'aller très facilement à l'essentiel, en fait. Et donc après, si tu veux commencer à créer l'arcade sourcilière, tu creuses un peu ici. Là, tu crées l'arcade. Alors, j'enlève juste vite fait ça. Voilà, Alt. Tu crées l'arcade ici. Tu veux créer le nez, ben, tu vas commencer à créer le nez là. Après c'est juste de la retouche, quoi. Donc, pour faire quelque chose de plus juste. Alors là, je le fais à la souris, mais ZBrush est mieux à utiliser à la tablette graphique, quoi. Mais en gros, voilà, c'est comme je te le disais, c'est très simple d'aller à l'essentiel de ton travail avec ce logiciel.
Bah ouais, là, en 2-3 minutes, tu as déjà un espèce de masque que tu as fait. Et donc, j'imagine qu'on peut même quasiment créer un être en même pas une heure. Oui, si tu es très dégourdi, oui, oui, très facilement, hein. Après, ce qui est bien avec ces logiciels et surtout dans l'univers de la 3D, c'est que tu peux créer quelque chose de base, l'enregistrer dans un coin de ton PC, et pour économiser du temps, c'est-à-dire que demain tu as une commande, une personne te dit j'aimerais un personnage en plein pied, donc de la tête jusqu'au pied, euh, en même pas 2 jours. Si tu avais un corps de base qui avait déjà été bien fait d'un de tes projets précédents, tu le sauvegardes dans ton coin, tu le réimportes, tu le retravailles un peu et puis c'est gagné, hein. T'as économisé 3 heures de travail facile, quoi. Mhm. Ouais, bah écoute, on voit la bonne maîtrise en tout cas des outils. Après, bon, ça montre aussi un petit peu ce que tu fais dans ton travail. Donc, juste pour ceux qui nous regardent, un petit peu comprendre mieux ton travail, ton boulot, c'est de créer comme ça des personnages tous les jours ou tu travailles sur des objets ou sur des Oui, personnages, un peu de tout, hein. Alors là, je peux montrer sur mon ArtStation, il y a surtout beaucoup de personnages, mais il y a un véhicule. Donc ce véhicule, alors, je sais, je sais pas si c'est moi qui suis trop vieux ou tout ça, mais est-ce que t'as déjà entendu parler d'un film qui s'appelle Zack et Krista? Zach et Krista, ça me dit quelque chose, mais moi, visuellement, tu me fais penser à un véhicule de Jess et les Conquérants de la Lumière. Eh Si ben ça pas te du parle. tout. Pas du... Oui, Jazz, c'est que le Concorde de la Lumière, oui, les années 90, hein, le disco, tout ça. Oui, non, Jay, c'est les Conquérants de la Lumière, bien sûr. Non, en fait, Zack et Krista est un film d'animation qui a été réalisé, je ne sais plus en quelles années, mais c'était les années Disney et tout ça, Mhm. qui était en fait le... Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le perçois, c'était le premier film, on va dire, écologiste, quelque part. Et en fait, ce véhicule, dans l'histoire, s'est fait appeler en anglais le leveler et en français la broyeuse. C'est une machine qui est utilisée pour la découpe d'arbres et la création de planches en fait, hein. Et en fait, quand j'étais petit, j'adorais toujours ce véhicule et je me suis dit, avec les compétences que j'avais aujourd'hui, j'aimerais le modéliser en 3D. Et c'est ce que j'ai fait en trouvant le peu de références qu'il y avait sur Google parce que c'est un film qui est très peu connu du grand public et c'est dommage parce qu'il est très bien. Et après, je l'ai modélisé, je l'ai texturé et il est visible en 3D sur ma page Sketchfab. Donc là, on peut le voir, on peut tourner autour du modèle. Donc en fait, ouais, comme dit, c'était une machine qui permettait, là, avec les pinces, d'attraper les arbres, les deux tronçonneuses de couper. Mhm. Une fois qu'elles étaient coupées, elles étaient amenées là dans cette espèce de gueule béante qui traitait le bois. Et derrière, il y avait une espèce d'entrepôt où il traitait le bois, quoi. Et autre que les véhicules, bah alors là, je peux montrer un petit projet sur lequel je suis en train de travailler qui me prend beaucoup de temps. Je suis en train de créer un croiseur. Alors, pour ceux qui sont un peu néophytes, je dirais croiseur interstellaire, qui est dans l'histoire justement que je t'avais parlé avec les persos qui étaient en fond en fait. Et pardon. Et en fait, c'est un gros challenge parce que c'est un croiseur qui actuellement fait 40 km de long à l'échelle 1. Mhm. Et donc c'est un gros challenge parce qu'il faut qu'on comprenne que quand on le voit de loin, il est grand. Et quand on se rapproche, il est encore plus grand, quoi, en fait. Ça va se traduire par l'ajout de plein de petits détails à droite et à gauche, quoi. Des... En fait, comment expliquer ça? C'est que quand une chose est grande, et tu sais qu'elle est déjà très grande, tu la vois de loin, déjà bien, tu vois. Mais plus tu vas te rapprocher, plus des petits détails vont apparaître, en fait. Des rivets, des éraflures ou des choses comme ça. Et c'est un gros, gros projet qui me demande beaucoup de temps parce que là, ben, quelque part, c'est
la forme en général, mais après il faudra habiller chaque petit millimètre qui sont présents sur sa carlingue, quoi, en fait. Ouais, bah écoute, c'est un bon boulot. Ça t'a pris combien de temps déjà là pour faire ça? Honnêtement, vu que c'est un projet personnel et que il me faut vraiment les idées pour me lancer dans le truc et qu'il faut penser à tout, ça fait, je crois, 5 ans que je suis dessus. Et tu penses qu'il te faudra encore combien de temps pour le finir? Alors, vu que là, je commence à comprendre l'idée générale que je veux avoir de ce petit bijou, je pense qu'il faudra plus trop de temps, quoi. Ça va mmh, plus trop de temps au sens année, quoi. C'est-à-dire, il me faudra plus trop d'années pour le faire, mais quand même quelques mois, quoi. Histoire que, il ressemble à ce que je veux. C'est un projet personnel, en fait, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je veux que quand les gens le voient, ils se disent, «C'est monstrueux, c'est pas possible. C'est quoi ce truc, quoi?» C'est une arme de destruction massive, quoi. Bah écoute, ouais, c'est du bon boulot, donc c'est vraiment cool de voir ce qu'on peut faire avec la modélisation 3D, pouvoir effectivement développer ce genre de projet. Donc ça, c'est cool. Alors, on arrive quasiment à 40 minutes de live, donc on est bientôt sur la fin. Je pense qu'on aura sans doute l'occasion une prochaine fois que tu nous montres peut-être plus en détail justement la modélisation et comment ça fonctionne. Mais moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous à ce live pour parler de tes études et du métier aussi de manière générale. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos spectateurs? Oui, oui, toujours, toujours, en fait, c'est sur quoi je dirais, comme d'habitude, c'est que ce métier est certes très compliqué, mais c'est un métier de passion et quand on est passionné, ben, on y arrive. Il y a pas de formule magique, si on aime vraiment ce qu'on fait, ça marchera toujours. Bah écoute, voilà le mot de la fin, donc c'est la persévérance. Donc il faut savoir être persévérant dans ce métier de modélisateur 3D pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Bah moi, je remercie les personnes qui nous ont suivis. Je te remercie évidemment. J'espère que vous allez passer un bon dimanche et on essaiera de se retrouver pour une prochaine fois pour essayer de rentrer plus dans le détail de la présentation de la modélisation 3D. Mais Avec merci plaisir, à ouais. toi, Alexandre, Mais je t'en prie, c'est tout et naturel. bonne fin de week-end. Merci à toi.